Dans une banlieue paisible du Maryland, au cœur d'un quartier où les portails se ferment rarement à clé, une jeune femme brillante, aimée, respectée, disparaît sans laisser de traces. Laura Houghteling, 23 ans, diplômée de Harvard, un avenir tout tracé. Ce matin-là, elle n'est pas arrivée à son bureau. Pas de message, pas d'appel, juste le silence. Lorsque sa mère pousse la porte de sa chambre, quelque chose cloche. Le lit est défait, les draps manquent, et sur une taie d'oreiller blanche, une trace rouge, du sang. Ce que la police va découvrir dépasse tout ce que ce quartier paisible aurait pu imaginer. Sous le vernis d'un quotidien tranquille se cache un esprit brisé, hanté, dangereux. Un homme qui connaissait chaque recoin du jardin et chaque habitude de la famille. Une histoire de confiance trahie, de folie cachée et d'un meurtre commis au cœur même du confort américain. Voici l'affaire Laura Houghteling, une affaire où le mal portait un visage familier. Laura Houghteling est née le 8 avril 1969 à Bethesda, dans le Maryland, aux États-Unis. Ses parents ont divorcé en 1977. Elle n'était alors qu'une petite fille. Son père, sujet à de profondes dépressions, apparaissait et disparaissait de sa vie au gré de ses crises. Durant les années de lycée de Laura, il est décédé à l'âge de 59 ans. Laura a grandi en jeune femme lumineuse, positive, pleine d'énergie et de bienveillance. Elle faisait preuve d'une grande compassion et d'une éthique de travail exemplaire. Toujours studieuse, elle n'avait jamais causé le moindre souci à sa mère. Après le lycée, Laura s'est totalement investie dans ses études, un engagement qui lui a ouvert les portes de Harvard. Son succès n'était pas dû à la chance, mais au fruit d'une préparation rigoureuse. Une fois son diplôme obtenu, elle s'est fixé un objectif clair, construire un avenir prometteur. Elle est d'abord revenue vivre chez sa mère, puis a décroché un emploi à temps plein dans une entreprise de relations publiques. En 1992, Laura, âgée de 23 ans, travaillait sans relâche et rêvait d'une belle carrière. Mais malgré son ambition, elle n'avait jamais perdu le contact avec ses amis, sa famille, ni avec son petit ami. Le lundi 19 octobre 1992, sa journée devait commencer à 10 heures. Comme chaque matin, Laura devait quitter la maison vers 9 heures pour se rendre au travail. Mais ce jour-là, elle n'est jamais arrivée à destination. Vers 11 heures du matin, sa supérieure, Diana, a décidé d'appeler la maison où vivait Laura, car la jeune femme n'était toujours pas arrivée au travail. L'inquiétude montait. Laura n'avait pas demandé de congé, ni prévenu d'un éventuel retard. Ce comportement était totalement contraire à celui, sérieux et fiable, qu'on lui connaissait. Mais lorsque Diana a tenté de joindre la résidence des Houghteling, personne n'a répondu. Elle a fini par apprendre que la mère de Laura était partie la veille pour un court séjour dans une autre ville, et qu'elle ne devait rentrer qu'en début d'après-midi. Résolue à comprendre ce qui se passait, Diana a continué ses tentatives. À cette époque, les téléphones portables n'étaient pas encore monnaie courante, impossible donc de joindre Laura autrement. Finalement, Diana a contacté sa propre fille, Hilary, qui était proche de Laura. Les deux jeunes femmes entretenaient une véritable amitié. Mais Hilary, elle non plus, n'avait aucune idée d'où pouvait se trouver Laura. Elle ne lui avait pas parlé de la matinée et personne ne l'avait vue. L'inquiétude d'Hilary est alors montée d'un cran. Elle a proposé d'aller vérifier sur place, devant la maison des Houghteling. Arrivée sur l'allée, elle a immédiatement remarqué un détail troublant. La voiture de Laura était toujours là, garée à sa place habituelle. Et ça, c'était franchement bizarre. Laura se rendait toujours au travail en voiture. Hilary a frappé à la porte, sonné à plusieurs reprises, appelé son amie par son prénom, mais aucun son ne lui est revenu. Alors, elle a contourné la maison, scruté les fenêtres une à une, sans rien remarquer d'anormal. Rien, mais quelque chose la dérangeait. Elle a fini par se dire qu'il fallait en avoir le cœur net. La chambre de Laura ne donnait pas sur la rue, impossible de la voir de l'extérieur. Hilary a donc pris une décision, tenter d'entrer dans la maison. La porte d'entrée était verrouillée. Hilary a sonné, frappé de nouveau, sans réponse. Alors elle a contourné la maison et tenté la porte de derrière. Cette fois, elle n'était pas fermée. Elle est entrée, prudemment, a parcouru les pièces du regard. Mais tout semblait parfaitement normal. Pas de désordre, pas de bruit, pas la moindre trace de lutte. Rien. Finalement, Hilary a dû se résoudre à partir.
le cœur lourd, sans la moindre explication. Il était environ 13 heures lorsqu'elle est revenue au bureau. Là, elle a tout raconté à sa mère, Diana. Ensemble, elles ont réussi à joindre le frère de Laura, un jeune homme prénommé Warren, qui vivait non loin de là. Warren a pris la nouvelle très au sérieux. Sans perdre une minute, il s'est rendu à la maison familiale pour vérifier de ses propres yeux. En arrivant, il a immédiatement constaté ce qu'Hilary avait décrit. La voiture de Laura était toujours garée dans l'allée. Le silence régnait dans la maison, tout semblait figé, comme si le temps s'était arrêté. Mais de Laura, aucune trace. Et cela ne lui ressemblait pas du tout. Elle n'aurait jamais manqué une journée de travail, surtout pas dans cette entreprise qu'elle considérait comme la clé de son avenir radieux. Un peu plus tard, leur mère, Penny, est rentrée de son voyage. En voyant la maison vide, elle a d'abord pensé que tout allait bien. Peut-être que Laura travaillait tard ou qu'elle était sortie se détendre avec des amis, peut-être même avec son petit ami. La mère de Laura, épuisée par son voyage, s'était simplement allongée pour se reposer et s'était endormie. Mais au petit matin, en se réveillant, son premier réflexe fut de chercher sa fille. À cette heure-là, Laura aurait déjà dû être rentrée, se préparant pour une nouvelle journée de travail. À sa grande surprise, Penny n'a trouvé personne. La chambre de Laura était vide, et cette absence prolongée lui a immédiatement semblé anormale. Laura n'était pas du genre à s'absenter toute une nuit sans prévenir, encore moins à rater 2 journées de travail consécutives. Et puis, il y avait un autre détail qui la troublait profondément. La voiture de sa fille était toujours devant la maison. Laura ne se déplaçait jamais sans elle, surtout pour aller au bureau. Lorsqu'un peu plus tard, Diana, la supérieure de Laura, a rappelé pour signaler que la jeune femme avait encore manqué sa journée, Penny a senti la peur monter d'un coup. Quelque chose n'allait pas. C'est alors que Warren, le frère de Laura, est arrivé à la maison. Il ignorait que leur mère était déjà rentrée la veille. Il lui a expliqué qu'il menait, avec Hilary, l'amie de Laura, une sorte d'enquête improvisée. La veille, il s'était rendu au commissariat, mais la police avait refusé d'enregistrer la disparition, prétextant qu'il était encore trop tôt pour lancer des recherches. Face à cette inertie, ils avaient donc décidé d'agir par eux-mêmes. Cette fois, Penny n'a plus hésité. La peur, la vraie, venait de s'installer. Elle a rejoint son fils et Hilary, et ensemble, ils ont commencé à chercher Laura. Il est vite devenu évident que Warren et Hilary n'avaient pas beaucoup progressé dans leurs recherches. Alors Penny a pris les choses en main. Elle s'est rendue au poste de police local et a déposé une déclaration officielle de disparition. Face à la détermination d'une mère inquiète, il a été inutile de discuter. Les détectives ont fini par accepter de se charger de l'affaire. Les premières vérifications ont concerné les comptes bancaires de Laura. Aucune activité récente. Pas un retrait. Pas un paiement. Rien depuis plusieurs jours. Le 20 octobre, les enquêteurs ont commencé à interroger l'entourage proche. Amis, collègues, famille. Ils ont cherché la moindre piste. Ils ont découvert que Laura avait passé la soirée du samedi avec son petit ami, puis qu'elle était rentrée chez elle le dimanche pour se reposer. Durant la journée, elle avait simplement appelé quelques amis et fait un saut au magasin du quartier. Personne ne savait où elle avait pu aller ensuite. Puis un voisin s'est manifesté. Il a affirmé avoir été la dernière personne à voir Laura vivante. Selon lui, vers 9 heures du matin, le lundi 19 octobre, il l'avait aperçue sur le perron de la maison. Elle verrouillait la porte d'entrée avant de se diriger brièvement vers le cabanon du jardin. 1 minute plus tard, elle en était ressortie, avait refermé la barrière et s'était éloignée à pied. Depuis ce moment-là, plus personne ne l'a jamais revue. Elle avait avec elle un grand sac ou quelque chose qui y ressemblait. Laura avait paru tout à fait normale, sauf qu'elle portait un manteau et un pantalon, alors qu'elle préférait d'ordinaire les jupes. Autre détail troublant, elle était passée devant sa voiture sans même y monter, alors qu'à cette heure-là, elle aurait dû partir au travail. Cette histoire a tout de suite semblé étrange à sa mère et à son frère. Les pistes étaient presque inexistantes, sauf un détail mentionné par Penny. Elle a affirmé que sa fille ne quittait jamais la maison sans faire son lit. Or, en rentrant de son voyage, elle avait remarqué que la taie d'oreiller et le drap avaient disparu. Malheureusement, les détectives n'y ont pas prêté attention tout de suite. Ils ont d'abord pensé que Laura était partie précipitamment, emportant ses affaires et, pour une raison obscure, ses draps.
Mais cette idée paraissait de plus en plus suspecte. La famille et les amis ont commencé à placarder la ville d'affiches avec la photo et la description de Laura. De leur côté, les enquêteurs, conscients du manque d'indices, ont décidé d'examiner de plus près le lit. Au départ, ils ont supposé que Laura avait simplement taché les draps et les avait mis à laver. Mais après une fouille complète, ils n'ont trouvé aucun linge sale dans la maison. Ils ont ensuite vérifié les pressings et les laveries du quartier, sans résultat. Ni oreiller, ni drap. Les jours ont passé, les recherches ont continué, mais sans succès, jusqu'au 4e jour. Non loin de la maison des Hoechteling, les enquêteurs ont enfin trouvé un indice glaçant, une oreiller maculée de sang. L'un de ses côtés était complètement éclaboussé. De plus, sur l'oreiller, les enquêteurs ont remarqué des marques inquiétantes, comme si une lame de couteau avait été essuyée sur le tissu. Au verso, ils ont aussi observé une empreinte partielle de doigt, imprimée dans le sang. Les analyses ont confirmé que le groupe sanguin correspondait à celui de Laura. À partir de cet instant, l'affaire a pris une tournure bien plus sombre. Il n'était plus question d'une simple disparition. Pour les détectives, quelque chose de grave, de sinistre, s'était produit. Des chiens spécialement dressés ont été mobilisés pour les recherches. Parallèlement, les enquêteurs ont prélevé des échantillons de sang sur la mère et le frère de Laura et ont examiné en détail les effets personnels de la jeune femme. Parmi ces objets, un a particulièrement retenu leur attention, sa brosse à cheveux. En l'analysant, ils ont recueilli une trentaine de cheveux. Les tests ont confirmé que la majorité appartenait bien à Laura. Mais certains d'entre eux n'étaient pas humains. Sur la brosse, ils ont trouvé plusieurs fibres synthétiques, comme si quelqu'un l'avait utilisée pour coiffer une perruque, et non de vrais cheveux. Or, dans l'entourage de Laura, personne ne portait de perruque, ni n'était connu pour des comportements violents ou des antécédents judiciaires. Lorsque les maîtres chiens ont fait renifler la piste aux animaux, ceux-ci se sont aussitôt dirigés vers la maison des Hoechteling. Mais à la grande surprise des enquêteurs, le chien s'est arrêté net devant la porte d'entrée et n'a plus bougé. Impossible de le faire avancer d'un pas. Le message était clair, la trace s'arrêtait ici. Les enquêteurs ont compris que tout avait commencé, et probablement fini, à l'intérieur même de la maison. Ils ont alors décidé d'examiner plus minutieusement la chambre de Laura à l'aide de luminol, et ce qu'ils ont découvert a glacé le sang de tous les présents. Le matelas entier s'est illuminé sous la lumière bleue, révélant une quantité massive de sang. Il y en avait tant que les experts ont fini par en tirer une conclusion terrible. Laura n'était sans doute plus en vie. Les enquêteurs ont rapidement remarqué une contradiction dans les éléments recueillis. Si Laura avait été attaquée dans son lit et qu'elle y avait perdu beaucoup de sang, comment aurait-elle pu ensuite quitter la maison par la porte d'entrée comme l'avait affirmé le témoin? Ils ont d'abord pensé que ce témoin s'était peut-être trompé ou qu'il avait confondu les heures. Mais un deuxième témoin s'est manifesté peu après et il a confirmé exactement la même chose. Alors une question troublante s'est imposée. Et si tout cela n'était qu'une mise en scène soigneusement orchestrée? Le 6e jour des recherches, le frère de Laura, Warren, a de nouveau contacté la police. Il leur a raconté une rencontre pour le moins étrange survenue la veille. Il avait croisé par hasard le jardinier de sa mère, un homme qui travaillait régulièrement sur leur terrain. Warren avait voulu lui parler de la disparition de sa sœur, mais dès que le jardinier l'avait aperçu, il avait démarré sa voiture à toute vitesse et s'était enfui sans un mot. Ce comportement l'avait profondément interpellé. D'autant plus qu'il se souvenait d'une dispute survenue environ une semaine avant la disparition entre Laura et cet homme. Les détectives se sont immédiatement intéressés à lui. Ils ont commencé par interroger Penny, la mère de Laura. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas vu le jardinier depuis plusieurs jours. Mais peu après sa conversation avec Warren, l'homme avait fini par la contacter. Penny le connaissait depuis longtemps et lui faisait entièrement confiance. Il connaissait même un détail crucial. Il savait que la clé de secours de la maison était cachée dans le cabanon du jardin. Cet homme s'appelait Aden Clark, 42 ans. À partir de ce moment-là, Aden Clark est passé sous la loupe des autorités. Né le 31 juillet 1952 à New York, il n'était pas un inconnu pour la police au moment de la disparition de Laura. Il avait déjà eu affaire à la justice, notamment pour vol avec effraction, et son nom avait été mentionné dans une autre enquête, celle de la disparition d'une fillette de 6 ans, environ 1 an avant l'affaire Hoechteling. La vie de Aden n'avait jamais été simple.
Sa mère luttait contre l'alcoolisme, tandis que son père souffrait d'une dépression sévère, souvent mêlée d'accès de colère et d'agressivité. Même sa naissance avait été compliquée. Il avait subi une blessure à la tête lors de l'accouchement. Sa mère affirmait que c'était la faute du médecin qui avait utilisé des forceps pour le faire naître. Cette blessure avait laissé une déformation visible de son crâne, et selon elle, cela avait tout changé. Dès l'enfance, Aden avait montré des signes de retard dans son développement. Son frère cadet, Jeff, très proche de lui, décrivait sa vision du monde comme déformée, presque détachée de la réalité. Et bien qu'il n'ait jamais été vu en train de maltraiter des animaux, on l'avait souvent retrouvé près de carcasses d'animaux morts dans le voisinage. Lorsqu'on lui posait des questions, il répondait calmement qu'il aimait simplement les observer, qu'il ne leur faisait aucun mal. Mais cette étrange coïncidence, être toujours présent là où des animaux étaient retrouvés morts, a fini par semer le doute. Et ces hasards, pour beaucoup, n'en étaient plus vraiment. À l'âge adulte, Aden a rencontré de grandes difficultés pour trouver un emploi stable. Même s'il avait fait des études et obtenu un diplôme de cuisinier professionnel, il n'a jamais réussi à garder un poste bien longtemps. Il a travaillé dans plusieurs grands restaurants et même à bord de paquebots de croisière avant de s'engager dans la marine en 1982. Mais en 1985, il a été démobilisé. Les médecins militaires lui avaient diagnostiqué une schizophrénie. Jusque-là, personne ne s'était vraiment penché sur ses troubles mentaux, et sa famille ignorait tout de la gravité de son état. Après sa sortie de la marine, Aden a affirmé qu'il avait été agressé par plusieurs camarades d'équipage à bord du navire, battu violemment, humilié, laissé seul. Selon lui, ce traumatisme psychologique avait marqué le point de départ de tous ses problèmes. Sa famille, de son côté, a constaté une nette dégradation de son comportement après son retour. Même avant la marine, Aden avait déjà montré des signes de déséquilibre, mais après cet épisode, tout a empiré. S'il arrivait encore à conserver un emploi pendant quelques mois auparavant, il n'a plus été capable ensuite de garder un poste jusqu'à la première paie. Au début des années 90, Aden n'avait plus de domicile fixe. Il vivait la plupart du temps dans son fourgon, se déplaçant de ville en ville. Parfois, il parvenait à louer une chambre pour quelques semaines, mais finissait toujours par être expulsé, souvent pour des raisons obscures ou liées à son comportement étrange. Et il faut le dire, Aden Clark a toujours eu un penchant pour l'étrangeté. Ses gestes, ses paroles, sa manière d'agir, tout en lui semblait décalé, dérangeant, comme s'il vivait dans un monde dont il était le seul à connaître les règles. À un moment donné, Aden a loué une chambre au sous-sol chez une famille. Mais très vite, les propriétaires ont remarqué son comportement étrange. Et, la veille du retour de leur fille du collège, ils lui ont demandé de partir. Aden a accepté sans protester, du moins en apparence, car en réalité, il a ruminé une profonde rancune. Et pour se venger de cette expulsion, il a imaginé une vengeance aussi absurde que sinistre. Il a démonté une partie du mur du sous-sol et y a cimenté des têtes de poissons. Pendant des semaines, la maison a été envahie par une odeur insupportable. La famille a cherché en vain la source de cette puanteur, jusqu'au jour où elle a fini par démonter entièrement la cloison et a découvert l'horrible cadeau laissé par son ancien locataire. Peu après cet épisode, Aden est devenu le jardinier de Penny Hoteling, la mère de Laura. Dès leur première rencontre, il lui a avoué qu'il souffrait de troubles mentaux, mais Penny, d'un naturel compatissant, a longuement parlé avec lui et a eu l'impression qu'il n'était pas dangereux, qu'il avait simplement besoin d'aide et de compréhension. Elle l'a donc embauché. Et au fil des mois, ils ont développé une relation de confiance. Penny le traitait presque comme un fils. Elle lui parlait avec douceur, le défendait lorsqu'on se moquait de lui et se montrait toujours bienveillante. Alors, lorsque la police a commencé à s'intéresser à Aden dans le cadre de la disparition de Laura, Penny s'est indignée. Elle a accusé les enquêteurs de vouloir faire de lui un bouc émissaire, de chercher un coupable facile pour clore l'affaire. Elle ne pouvait pas croire que l'homme qu'elle avait aidé, nourri, encouragé, puisse être mêlé à une telle horreur. Au moment de la disparition de Laura, Aden cumulait plusieurs emplois. Il travaillait comme jardinier pour plusieurs familles, mais aussi comme livreur sur rollers, un métier qui faisait de lui une silhouette bien connue en ville. On le voyait souvent filer à toute vitesse dans les rues, un sac sur le dos livrant commande après commande.
Malgré l'opposition de Penny, la mère de la disparue, les enquêteurs ont trouvé le récit de Warren à propos du comportement suspect du jardinier, suffisamment intriguant pour le convoquer. Le 22 octobre, Aden a été amené au commissariat pour un premier interrogatoire. Il a expliqué avoir passé son dimanche dans un petit restaurant où il avait regardé la télévision. Vers 23 heures, il serait retourné dormir dans son fourgon. Le lendemain matin, au moment même où Laura aurait disparu, entre 9 et 10 heures, il a affirmé s'être rendu dans un supermarché, puis chez l'une des familles pour lesquelles il travaillait dans le jardin. Ensuite, il aurait rendu visite à Sue, sa petite amie, qui se trouvait d'ailleurs au commissariat ce jour-là pour le soutenir pendant son audition. Selon sa version, sa rencontre avec Warren, le frère de Laura, n'avait été qu'un pur hasard. Il aurait simplement conduit près de la maison des Haukteling sans se rendre compte que Warren essayait de l'arrêter pour lui parler. « Je ne l'ai même pas vu », a-t-il assuré calmement aux enquêteurs. Aden a nié toute implication dans la disparition de Laura. Faute de preuves concrètes contre lui, les policiers ont dû le relâcher. Mais quelque chose dans son attitude a intrigué les enquêteurs. Un calme étrange, presque mécanique, comme s'il récitait un rôle. Alors, ils ont décidé d'aller plus loin. Ils ont vérifié ses transactions financières et c'est là que les choses ont commencé à devenir troublantes. Peu de temps avant la disparition de Laura, Aden avait acheté, dans un magasin de bricolage, un rouleau de ruban adhésif, une corde, du fil de nylon et des sacs poubelles. Et sur le chèque avec lequel il avait réglé ses achats, il avait inscrit un mot, Laura. Le jour même de la disparition, il avait également acheté un grand drap, taille king size. Ce drap a ensuite été retrouvé dans son fourgon. Et ce détail a glacé le sang des enquêteurs. Le drap correspondait exactement aux dimensions du lit de Laura. Or, Aden n'avait ni chambre, ni lit, encore moins un lit king size. Cette pièce n'avait donc aucune utilité pour lui. En fouillant davantage, les détectives ont découvert qu'il louait un petit local de stockage à Warwick, dans l'État de Rhode Island, à environ 500 km de la maison des Haukteling. Ils ont appris qu'il s'y était rendu dans les 2 jours suivant la disparition de Laura, même s'il n'en avait jamais parlé durant son interrogatoire. Munis de mandat, les policiers ont fouillé son fourgon, ainsi que l'entrepôt. Et dans un placard du local, ils ont trouvé une collection dérangeante des vêtements féminins, lingerie, robes, manteaux, chaussures, mais aussi plusieurs perruques et un collier. Tous ces objets ont été saisis pour analyse. Lorsque Penny, la mère de Laura, les a examinés, elle a reconnu certains d'entre eux. Ils ressemblaient étrangement aux affaires de sa fille. Pourtant, aucun vêtement de Laura n'avait été signalé comme manquant au moment de sa disparition. Les enquêteurs ont ensuite rencontré la famille de Aden Clark pour mieux comprendre le contenu du placard trouvé dans son entrepôt. Son frère, Jeff, a alors confié qu'il avait souvent vu Aden se déguiser en femme, porter des robes, des perruques, du maquillage, mais qu'il avait toujours cru à une plaisanterie, une sorte de jeu excentrique sans conséquence. Les perruques saisies ont été envoyées au laboratoire pour analyse, et les résultats ont été stupéfiants. Les fibres de l'une d'elles correspondaient parfaitement aux cheveux synthétiques retrouvés sur la brosse de Laura. Un examen plus poussé réalisé par le FBI a confirmé la correspondance. La teinte, la composition, tout concordait. Puis, les empreintes digitales déjà prélevées sur Aden ont été comparées avec l'empreinte partielle ensanglantée découverte sur la tête d'oreiller de Laura. Là encore, la correspondance était totale. Pour le procureur, cela suffisait. Les preuves étaient désormais accablantes. Un mandat d'arrêt a été émis. Mais encore fallait-il le retrouver. Aden n'avait aucune adresse fixe, aucun logement, rien. Pendant plusieurs jours, il a semblé s'être volatilisé, jusqu'à ce que la police repère finalement son fourgon, garé sur le parking d'une église baptiste de North Bethesda. En s'approchant, les détectives ont jeté un œil à l'intérieur et l'ont aperçu endormi, serrant un ours en peluche contre lui. Ils ont frappé à la vitre. Aden s'est réveillé, a ouvert la porte et s'est laissé interpeller sans résistance. Il est resté d'un calme étrange, presque détaché. Avant de partir, il a simplement demandé la permission d'emporter son ours en peluche. Il l'a gardé dans les bras tout au long du trajet, et même durant l'interrogatoire. Malgré ses troubles mentaux, Aden comprenait parfaitement la situation. Dès son arrivée au poste, il a demandé un avocat et refusé de coopérer avec les enquêteurs. Aucune pression,
Aucune ruse n'a permis de lui soutirer la moindre information. Le procès a été fixé au 14 juin 1993. Mais les audiences s'annonçaient compliquées. Le corps de Laura n'avait toujours pas été retrouvé. C'est pourquoi, avant l'ouverture du procès, le parquet lui a proposé une négociation de peine s'il acceptait de plaider coupable. Aden a accepté. Lors de l'audience, il a lu sa déclaration d'une voix calme, presque monotone. Selon son récit, tôt le matin du 19 octobre 1992, il était entré dans la maison grâce à la clé de secours qu'il connaissait bien. Il avait trouvé Laura seule dans sa chambre. Il a prétendu l'avoir découverte déjà morte, le visage recouvert d'un oreiller, comme si elle s'était étouffée dans son sommeil. Pris de panique, a-t-il dit, il avait alors décidé de se débarrasser du corps. Aden a raconté qu'il avait enveloppé le corps de Laura dans un drap, puis l'avait traîné jusqu'à la lisière du bois avant de l'y enterrer. Selon lui, personne ne l'avait aidé. Il avait tout fait seul, en pleine conscience de ce qu'il faisait. Mais évidemment, cette version n'a pas correspondu aux preuves matérielles recueillies. Elle paraissait incohérente, voire absurde. Pourtant, ce n'était pas le cœur de la négociation. Ce que les enquêteurs voulaient avant tout, c'était retrouver le corps, permettre à la famille de Laura de lui offrir enfin une sépulture digne. Et Aden a tenu parole. Il a conduit la police jusqu'à l'endroit où il avait caché sa victime. Le corps de Laura a été retrouvé à environ 500 mètres de la maison des Hoechteling, dans une petite clairière dissimulée sous un épais taillis près d'une route secondaire. La tombe était superficielle, creusée à la hâte. Certains membres de la jeune femme dépassaient encore du sol. Des traces de morsures prouvaient que des animaux sauvages étaient passés par là. Son bras et sa jambe avaient été partiellement rongés. Au procès, le ministère public a présenté sa propre théorie du crime. Selon l'accusation, Aden avait surveillé la famille Hoechteling, savait que Penny, la mère, était absente et avait attendu le bon moment. Tôt ce matin-là, il était entré dans la maison avec la clé de secours, avait surpris Laura endormie et lui avait porté plusieurs coups de couteau pris dans la cuisine. Mais ses blessures n'avaient pas été mortelles. Affaiblie, perdant beaucoup de sang, Laura n'avait pas pu se défendre. Aden l'avait alors étouffée avec un oreiller, juste après qu'elle avait perdu connaissance. Puis, comme beaucoup de tueurs compulsifs, il avait voulu garder un souvenir de sa victime. Il avait choisi une boucle d'oreille, mais incapable d'en détacher le fermoir, il avait simplement coupé le lobe de son oreille. Une fois le corps enterré, il était retourné dans la maison pour effacer les traces. Ensuite, il s'était déguisé en femme, enfilant des vêtements similaires à ceux de Laura, un pantalon, un manteau et une perruque. Il avait coiffé cette dernière avec la brosse de sa victime. Son but ? Tromper les témoins. Et il y est parvenu. Les voisins, persuadés d'avoir vu Laura quitter la maison ce matin-là, avaient en réalité vu Aden Clark déguisé en elle. De loin, personne n'avait fait la différence. Mais les détectives, eux, ont fini par reconstituer chaque détail. Et ils ont compris que la nouvelle draperie king size, achetée le jour du meurtre, était destinée à un second plan. Aden avait probablement prévu de retourner à la maison pour couvrir ou déplacer le corps, ignorant que pendant ce temps, Laura était déjà activement recherchée dans tout le Maryland. C'est à ce moment précis que Warren l'avait vue. Ce détail expliquait tout, la panique soudaine de Aden, sa fuite précipitée dès qu'il avait croisé le frère de sa victime. Pendant qu'il traînait le corps de Laura et les draps jusqu'à la forêt, Aden avait perdu l'oreiller, celui-là même que la police avait retrouvé plus tard, taché de sang et portant une empreinte. Pour faire disparaître les preuves, il s'était contenté de creuser une petite tombe, trop peu profonde pour dissimuler le corps aux animaux sauvages. Lorsque les restes de Laura ont été retrouvés, ils étaient dans un état si dégradé qu'il a été décidé de les faire incinérer après les analyses médico-légales. Ces cendres ont ensuite été inhumées près de la tombe de son père, celui dont elle parlait souvent avec tendresse. Mais une question restait en suspens, celle qui hantait autant les enquêteurs que la famille. Pourquoi ? Quel pouvait être le mobile d'un acte aussi monstrueux ? L'autopsie a rapidement écarté la thèse d'un crime à motivation sexuelle. Laura n'avait pas été abusée. Quant à Aden, il a longtemps refusé de parler, jusqu'au jour où, après des heures d'interrogatoire, il a enfin fini par se confier. Il a expliqué qu'il s'était attaché profondément à Penny, la mère de Laura, au point de la considérer comme une figure maternelle. Mais depuis le retour de Laura d'Harvard,
Penny lui avait consacré moins de temps, moins d'attention, et cette affection perdue, Aden l'avait vécue comme un rejet insupportable. Il avait jalousé la relation entre la mère et sa fille, jusqu'à la haine. Il a affirmé regretter ce qu'il avait fait, mais tout le monde n'a pas cru à ses remords. En vertu de l'accord conclu avant le procès, Aden Clark a finalement été reconnu coupable du meurtre au second degré de Laura Houghteling en juin 1993. Il a été condamné à 30 ans de prison. Mais son histoire ne s'est pas arrêtée là. Lors des perquisitions, la police avait découvert dans ses affaires une collection d'environ 200 bijoux, bagues, colliers, boucles d'oreilles, soigneusement rangés, comme des trophées. Les enquêteurs ont alors commencé à soupçonner qu'ils avaient affaire à un tueur en série qui conservait les objets de ses victimes en guise de souvenir. Et l'un de ces bijoux a fini par confirmer leurs craintes. En analysant les pièces, la police a relié Aden Clark à une autre disparition non résolue, celle de Michelle Dore, une fillette de 6 ans. 6 mois après son incarcération, Aden a donc été formellement accusé d'un second meurtre. Ce n'était pas une surprise. Il avait déjà été considéré comme suspect à l'époque, mais aucune preuve ADN ne permettait encore de l'incriminer. Michelle avait été vue pour la dernière fois le 31 mai 1986, alors qu'elle séjournait chez son père à Silver Spring, dans le Maryland. Ce jour-là, l'homme avait observé sa fille, vêtue d'un maillot de bain, marcher vers la piscine derrière la maison. Mais en détournant le regard un instant, il l'avait perdue de vue. Les recherches menées par le père n'avaient rien donné, et il avait fini par appeler la police. Au début, c'est lui qui avait été le principal suspect. Il était divorcé, dévasté par la séparation, et son comportement instable après la disparition avait éveillé les soupçons. C'est justement ce comportement du père qui avait d'abord éveillé les soupçons des autorités, jusqu'à ce que les détectives se tournent finalement vers Aden Clark. Au moment de la disparition de Michelle, il vivait chez son frère, dans la maison voisine, ce qui lui avait permis de s'approcher discrètement et d'enlever la fillette sans être vu. Après sa condamnation pour le meurtre de Laura, les experts ont décidé de fouiller la maison de son frère. Et sur le sol, ils ont trouvé des taches de sang. Les analyses ADN ont révélé qu'il s'agissait bien de celui de Michelle Dore. Confronté à la preuve, Aden a fini par avouer le meurtre. Il a raconté qu'il avait attiré la fillette dans la maison en lui disant qu'une autre petite fille vivait là. Une fois à l'intérieur, il l'avait conduite dans une chambre à l'étage, lui avait tranché la gorge avec un couteau de cuisine, puis avait tenté de la violer, sans y parvenir. Le récit est devenu encore plus abominable. Aden a avoué avoir bu le sang de la fillette et mangé un morceau de sa chair. Ensuite, il avait placé le corps dans un sac et l'avait caché. Dans le cadre d'une nouvelle négociation de peine, il a accepté de montrer l'endroit où il avait dissimulé le corps. Celui-ci a été retrouvé dans un parc, à environ 20 km du domicile de Michelle. Pour ce meurtre, Aden a été condamné à 30 années supplémentaires de prison, mais son casier n'a pas cessé de s'alourdir. Plus tard, il a été également reconnu coupable du braquage de la famille Mahani, ce qui lui a valu 10 années de plus. Les peines devant être purgées consécutivement, sa condamnation totale a atteint 70 ans de réclusion. En clair, il ne pourra espérer une libération qu'en juin 2063, alors qu'il aura près de 112 ans. Autrement dit, sa peine équivaut à une prison à vie. Cette décision a été accueillie avec soulagement par les familles de Laura et de Michelle. Entre 1999 et 2000, Aden a multiplié les confessions, avouant d'autres meurtres qu'il aurait commis par le passé, mais la plupart de ses déclarations se sont révélées fausses ou impossibles à vérifier. Et fait troublant, Aden n'était pas le seul tueur dans sa famille. Son frère, Bradfield Clark, avait déjà été condamné, en 1984, pour le meurtre atroce de sa petite amie, Patricia Mack. Il l'avait étranglée, lui avait fracturé le crâne avec une brique, puis avait découpé son corps dans la baignoire. Il avait conservé certaines parties dans le congélateur et en avait cuisiné d'autres sur un barbecue avant d'avouer son crime à la police rongé par la culpabilité. Après l'an 2000, Aden a de nouveau fait parler de lui. Il a déclaré que le véritable mobile derrière les meurtres de Laura Houghteling et de Michelle Dore était lié à une conviction délirante. Il croyait que boire le sang de femme contenant de l'ADN féminin le transformerait lui-même en femme. Un mobile insensé, grotesque, mais terriblement révélateur de sa folie. Aujourd'hui encore,
Aden Clark demeure incarcéré dans une prison de haute sécurité, où il purge sa peine.